Donc moi, Michel Lefebvre, je connaissais ses travaux sur Kessel, sur Morale, sur Capa, sur Reagan, mais tout ça est dans ce volume. C'est une somme, c'est un livre très complet, un livre choral, un livre où derrière les photos, on voit les tampons des photographes ou des agences. On voit comment une photo peut avoir une histoire qui passe d'un milieu à l'autre, quelquefois d'un côté à l'autre des tranchées. La même photo peut être utilisée pour une propagande ou pour une autre. On voit certaines photos très connues de Capa ou de Giardataro, comment elles ont été l'objet après de manipulations graphiques par de très grands graphistes qui étaient appliqués dans tout cela. Les noms qui sont présents, c'est tout le who is who de l'art, de la photographie, de la littérature, de la propagande, de la politique de l'époque. Bien évidemment, la guerre d'Espagne est une guerre photographiée comme probablement aucune avant de la vérité, avec les noms qui sont là, c'est quand même Robert Capa, David Seymour, Giardataro, Cartier-Bresson, Jean Moral, Walter Reuter, Cathy Horner, etc., etc. Savitri, John Robinson, des gens inattendus quelquefois. Moi je ne savais pas par exemple personnellement que Kais Ortuis, qui ensuite a fait un beau livre il a fait de belles photos du Madrid des années 50, avait fait des livres de propagande républicaine. Il y a les noms du cinéma, Roman Carmen, Joris Ivens, il y a tous les noms du graphisme espagnol. C'est un livre, je crois que c'est peut-être le premier livre publié en France qui fait honneur à tout ce monde-là, à Renau, qui est surtout connu à cause du pavillon 37 de la République, c'est lui qui a eu l'idée. Mais il y a aussi, à côté de Renau, c'est l'œuvre graphique, il y a Monleon, il y a le Polonais Mauricio Hamster, il y a Ramon Pujol, que j'ai connu aussi, il y a Ortiga, il y a Elios Gomez, qui est formidable, qui est une espèce de Mazorel espagnol. Il y a les Français, bien sûr aussi, Jean Carlu, je ne connaissais pas non plus ce travail de Jean Carlu, Chasse Laborde, ça oui, je connaissais, les premiers témoignages, Picasso, Masson, Miro, Mazorel, que je viens de citer, Gross, et en littérature, Machado, Malraux, Alberti, Neruda, Hemingway, Dos Passos, etc., etc. D'accord, je passe la parole à M. Adler. Merci beaucoup. Je suis très heureux de me retrouver ici, dans ce lieu espagnol par excellence, orné d'ailleurs du drapeau rebelle, ce qui me fait bien entendu un grand plaisir. Et puis, je suis très heureux aussi que Michel m'ait donné l'occasion de venir porter témoignage modestement sur son travail. J'ai commencé à le connaître tout à fait par hasard à France Culture, où il avait présenté un premier livre qui était déjà extraordinaire, et je suis resté véritablement scotché, comme on ne doit pas dire dans mon mauvais français, par l'ampleur du travail, l'ampleur de l'érudition, et puis le caractère multidirectionnel de la recherche. Comme M. Bonnet l'a déjà souligné, la caractéristique du livre de Michel, c'est que tout en étant évidemment profondément engagé, mais des profondeurs du cœur, c'est aussi un livre qui fait droit à toute la vérité. Et qui par conséquent, parlant de propagande qui a été enthousiaste, parfois excessive, mais toujours assez sublime, parce qu'au fond cette guerre d'Espagne a eu cette capacité étonnante de faire que les gens qui ont été engagés ont donné à ce moment-là d'eux-mêmes le meilleur. Eh bien, malgré cela, il y avait aussi des zones d'ombre, ça n'est pas caché, des imperfections, des naïvetés, et tout cela est tombé sous son regard. Je crois que j'ai prononcé le mot le plus important parce que Michel Lefebvre a véritablement un œil, et un œil de peintre. Alors bien entendu, il commence un peu comme Braque par des collages, il commence par rassembler des choses qui au départ peuvent sembler des feuilles mortes qui n'ont pas de sens et qui petit à petit prennent leur sens de leur rapprochement. Et en réalité, c'est un musée du Prado de la guerre d'Espagne qu'il nous donne là. C'est une espèce de panorama extraordinaire de ce qui a été une période très courte, mais décisive dans l'histoire de l'Espagne, décisive dans l'histoire de l'Europe, avec des documents extraordinaires et des héros qui sont les photographes de la guerre d'Espagne ou quelques-uns de ces artistes, comme Schill par exemple, qui finit sa vie à Paris, ce que je ne savais pas. Si, bien plus tard que ce que j'imaginais. Bref, c'est une somme
et une somme qui est tout entière portée par une ferveur, et une ferveur qui n'est pas une ferveur fanatique. Alors il y a beaucoup de choses dans ce que Michel Lefebvre a dit qui mériteraient d'être soulignées. Je voudrais aborder trois aspects. Le premier, bien sûr, c'est l'importance de cette littérature ou de cet art d'engagement. Je dis bien engagement, c'est un mot que je n'aime pas parce que c'est Sartre qui l'a popularisé, mais c'est bien ce qui convient le mieux. Il se trouve que la guerre d'Espagne est une espèce d'isolat dans lequel la propagande, proprement parlée, n'a pas été dominante. Et Dieu sait que dans l'histoire du mouvement communiste, la propagande est omniprésente, avec les simplifications qu'elle implique, avec les mensonges qu'elle encourage. Eh bien, je ne dirais pas qu'elle était totalement absente de la guerre d'Espagne. Tout le monde se souvient, dans les souvenirs d'Arthur Koestler, de sa célèbre altercation algarade avec Willy Münzenberg, qui était son patron dans la propagande à ce moment-là de soutien à l'Espagne. Il reçoit sur sa table de rédacteur pour faire un article des photos de villes bombardées par l'aviation franquiste. Et il se rend compte qu'en fait c'est les ruines romaines de Ségovie. Et il va voir Münzenberg en disant « mais ça ce n'est pas des villes bombardées, c'est des ruines romaines ». Alors Münzenberg devient un peu pâle et puis reprend contenance et lui dit « Camarade Koestler, nous sommes en ce moment en train de lutter pour l'avenir même de l'humanité. Alors les ruines romaines, je m'en fous. Je vais vous dire, il y a quelque chose à faire, c'est cogner sur l'adversaire fasciste. » Donc cette scène franchement comique, dans une période qui n'était pas toujours, nous rappelle évidemment que la propagande était un art qui comportait sa face noire, sa face sombre, et que le Parti communiste, les communistes qui ont été si nombreux en Espagne, n'étaient pas exempts de ce défaut. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai aussi que à l'intérieur de cette période assez très sombre même de l'histoire du mouvement communiste, puisqu'elle est simultanée avec les grandes purges staliniennes, de temps en temps d'ailleurs ces retombées se retrouvent en Espagne, et bien dans cette période si sombre, l'Espagne a représenté une période de clarté aveuglante. C'est-à-dire que pour la première fois, véritablement, des gens, des volontaires de toute l'Europe et un peuple dressé de part en part se sont battus pour la liberté sans arrière-pensée, sans oui, sans mais. Pourquoi cette rencontre extraordinaire? Sans doute parce que l'Espagne était grosse d'une révolution démocratique depuis le début du XIXe siècle, retardée par l'intervention napoléonienne, et que finalement, elle a réussi à exprimer cette puissance du sentiment démocratique à travers de cette République espagnole de 1931, avec ses contradictions, avec ses incapacités, c'est vrai, mais aussi avec la pureté de son idéal, qui lui-même s'est décliné dans les trois grands courants qui ont fait cette révolution, les socialistes, les anarchistes, qui ont apporté cette ferveur communautaire à cette révolution espagnole, et ce que j'appellerais les républicains, les simples républicains, dont paradoxalement les communistes ont été les véritables continuateurs, parce que le Parti communiste d'Espagne, qui existait depuis les années 20, est une création presque à chaud de la guerre d'Espagne. Il y avait quand même, dès 1939, une certaine hostilité aux volontaires espagnols. Bon, elle n'était pas totale, mais enfin, je suis frappé du fait que, après 1945, cette épopée extraordinaire n'a jamais été au centre de la propagande communiste. Elle a été préservée, au contraire, par les anciens brigadistes et les communistes espagnols qui, de ce fait d'ailleurs, ont vite pris leur distance d'une Union soviétique dont ils connaissaient mieux les défauts à cause de l'exil dans lequel ils avaient été contraints. En plus, beaucoup avaient été envoyés en Roumanie parce que c'était un pays latin et la Roumanie n'était pas exactement le genre de pays dont on revient enthousiaste de l'expérience soviétique. Et donc, c'est ainsi que peu à peu, il est né une espèce de conscience dissidente d'un double protestantisme de cette expérience républicaine. Protestantisme espagnol, beaucoup d'entre vous qui sont hispanisants connaissent la thèse de Marcel Bataillon sur Erasme en Espagne, sur la façon dont l'humanisme érasmien a resté une résistance profonde au cœur du siècle d'or
aux transformations et aux persécutions qui ont accompagné sa naissance, l'exil des Juifs et des Morisques, la persécution des Marans, et celle après de toutes les dissidences religieuses ou spirituelles, et qui a quand même extraordinairement tenu bon dans ce siècle d'or jusqu'à représenter la littérature la plus puissante. Eh bien, c'est cette trame-là qui se retrouve évidemment à partir du début de la génération de 1898 dans l'Espagne contemporaine et qui porte à la fin d'elle-même exactement la Révolution espagnole ou la République espagnole de 1931-1939, très exactement comme les Lumières ont porté la Révolution française. Et de l'autre côté, eh bien, il y a ce précipité des mouvements révolutionnaires de toute l'Europe. Il y a beaucoup de volontaires français, il y a des volontaires anglais parfois parmi l'aristocratie intellectuelle d'Oxford et de Cambridge, il y a des volontaires américains en grand nombre, dont beaucoup d'ailleurs sont des enfants d'immigrés de cette Europe de l'Est. Et puis il y a des cas tout à fait extraordinaires qui font que, en fait, d'emblée, cette histoire des volontaires étrangers en Espagne est romanesque. Mais l'essentiel, ce sont quand même ces volontaires venus de l'Europe de l'Est au sens large du terme, qui étaient déjà pris au piège d'un monde qui se refermait sur eux et qui ont eu le sentiment de se battre véritablement le dos au mur pour sauver quelque chose d'eux-mêmes qui était indicible et qui n'était pas totalement réductible, je le répète, à l'expérience stalinienne de l'époque. Et je pense que la culture de ces brigadistes est passée par ces deux phases. L'enthousiasme de la fraternité et ensuite la découverte que, eh bien, il n'y avait pas de recul possible. Et que, en fond, les gens qui se battaient en Espagne se battaient pour quelque chose qui les dépassait largement et qui allait demander de leur part les sacrifices les plus grands. La troisième chose que je voudrais évoquer ici, à côté de cette formidable élan du peuple espagnol et de cette formidable ferveur qui a saisi à ce moment-là toute l'Europe, c'est peut-être l'importance de la naissance d'un parti intellectuel autour de la guerre d'Espagne. Bien sûr, le sacrifice des combattants, souvent ouvriers et paysans, est quelque chose qui me hante tous les jours. Mais il faut bien le dire, ce qui s'est produit en Espagne peut être de plus important, et regardez comment nous avons tout de suite l'image de Guernica qui se surimpose à tout ce dont nous parlons, c'est que ça a été une prise de conscience de l'intelligentsia européenne dans son ensemble. Bien sûr, la révolution d'octobre, bien sûr, les bouleversements de ces années 1920 avaient donné lieu à une culture multiforme avec de grands créateurs comme Brecht par exemple, mais c'est véritablement au moment de la guerre d'Espagne que quelque chose a cristallisé, qui d'ailleurs n'est pas une culture communiste là encore, mais une culture originale, on va dire, on disait antifasciste à l'époque, c'est même plus que cela. Et quelque chose de cela a perduré dans toute la littérature espagnole de l'après-guerre. Quand je vois effectivement Alberti, quand je lis même un auteur qui n'est pas si négligeable que ça comme Vázquez Montalbán, quand je pense effectivement à José Bergamín, à l'époque où il ne poursuivait plus les trotskistes, et à toute cette génération qui s'est ensuite reconstituée sous le franquisme et qui a pensé d'une manière radicalement nouvelle, je me dis que quelque chose de toute façon était immortel dans cette guerre d'Espagne. Et pour moi, j'ai écrit un livre sur la résistance qui va sortir bientôt. À un moment donné, lorsque j'évoque cette période, puisque pour moi la résistance, même française, a commencé en 1936 sur les Ramblas de Barcelone, lorsque l'insurrection franquiste a été brisée dans l'œuf, elle n'était pas franquiste encore, celle des généraux, eh bien, je suis frappé du fait que cette période-là de la littérature française s'ouvre et se ferme sur deux chefs-d'œuvre, deux grands écrivains qui ont su trouver les mots pour parler de l'Espagne. Malraux, bien sûr, avec l'Espoir, qui est le plus grand roman épique que l'on ait jamais consacré à cette période, et ça ne pouvait être que la guerre d'Espagne qui le suscite. Et puis cet extraordinaire espagnol, baléare et basque, qui était Jorge Semprún, qui nous a quittés si récemment, et qui nous a fait l'honneur d'écrire en choisissant la langue française, mais qui a parlé de cette Odyssée, et qui a su en parler avec fidélité et sans exagération lyrique. La guerre est finie, que Michel évoque, c'est le grand roman de cette période, où l'on comprend que finalement, derrière cette espèce de célébration épique et terrible, quelque chose d'autre qui est l'an de la vie survivra.
Et bien entendu, toute la nouvelle génération espagnole, je pense à Javier Cercas par exemple, avec ses soldats de Salamine, qui est une célébration justement du pacifisme et de l'humanité au moment même de l'affrontement le plus sanglant. Et là, pour nous le dire, ce qui s'est passé à ce moment-là est indestructible, comme le sont les œuvres de l'esprit. Je considère, un peu comme a dit assez finement Alexandre, que l'Espagne est culturellement, toujours culturellement franquiste, et je considère, et c'est effectivement ce paradoxe qui est au cœur de ce que j'ai fait, que pourtant la République espagnole a gagné quelque part cette guerre de la propagande et cette guerre de la mémoire. C'est un espèce de paradoxe incroyable, parce que imaginez un enfant de 10 ans qui est dans une école à Madrid et qui va visiter le Reina Sofia. Qu'est-ce qu'on lui explique sur la guerre d'Espagne? Il voit le tableau de Picasso, Guernica, il voit les photos de Robert Capa, il voit la maquette du pavillon espagnol de l'exposition universelle, une merveille, il voit des dessins. Et donc, qu'est-ce qu'il doit se dire dans sa tête ensuite, quand il lit dans ses journaux que au Parlement espagnol, quand un député catalan demande une minute de silence pour Luis Companys, qui dirigeait la Generalitat de Catalogne, qui a été enlevé par les franquistes avec l'aide des nazis et des pétainistes, amené à Barcelone et fusillé en 1940 pour rébellion militaire, c'était quand même incroyable. Et donc quand ce député catalan demande une minute de silence au Parlement espagnol, une partie des députés de la droite hurle au scandale. C'est pour moi quelque chose qui est totalement incroyable. C'est totalement incroyable pour moi qu'un pays démocratique, parce que l'Espagne est un pays démocratique, et a vécu plus de temps sous la démocratie que sous la dictature franquiste, que dans ce pays encore, le plus grand poète espagnol, Federico García Lorca, soit enterré dans une fosse commune, assassiné par des gardes civils, qu'il y ait, à part Federico García Lorca, des dizaines et des centaines, voire des milliers de républicains assassinés et qui dorment dans une fosse commune. C'est pour moi quelque chose de totalement incroyable. Donc, comme d'autres, mon père est mort en 1999, il avait 80 ans. Et il a eu une vie, une très très belle vie. Une très très belle vie. Il est né en 19, comme je dis, donc il est étudiant dans une école de commerce à Madrid. Il appartient à la Fédération syndicale des étudiants. Et on se bat dans les rues, d'un côté les phalangistes, de l'autre les anarchistes, les communistes. Et lui, il a choisi son camp tout de suite. Il n'y a pas de question pour lui. Et il avait une obsession dans la vie, c'est de transmettre. Alors il travaille pour la radio républicaine au début de la guerre civile. Il fait des journaux, il a toujours fait des journaux. Il adorait faire des journaux, même dans les camps d'internement, il faisait des journaux. Vous savez, comme il y a 3 Espagnols, il y a 3 opinions, et on discute. Et quand il y a 3 Espagnols aussi, au bout d'un certain temps, ils font un journal. C'était tout au moins comme ça dans les années 30 et dans les années 40. Ils les ont fait dans les camps, et ils les ont fait bien avant, pendant la République espagnole, où il y a une floraison de publications totalement extraordinaire. Totalement extraordinaire. Voilà. Donc mon père ensuite suit le trajet classique, il devient un commissaire politique dans la division des campesinos. Il n'est pas communiste à l'époque. Ensuite, il traverse la frontière avec des centaines de milliers d'autres en Catalogne. Il aboutit au camp d'Argelès, sur la plage, où la France n'a laissé à ses républicains espagnols qu'elle a désarmé. Imaginez ça, quand même, on désarme une armée régulière et on la met dans un camp sur une plage entourée de Barbelés. C'est connu, mais je préfère quand même le rappeler. C'est les gouvernements radicaux qui ont fait ça. Absolument. Et donc, ensuite, il s'engage dans une compagnie de travail, il est à Bordeaux, à La Rochelle, ensuite à Bordeaux, et il participe à la résistance en France. Et là, je vais raconter cette histoire parce qu'elle est quand même très peu connue. Il commence à participer à la résistance française
avec, dans ce qu'on appelle la MOI, la main-d'œuvre immigrée, où il y a beaucoup d'Espagnols, beaucoup de brigadistes. Forcément, ils savent ce que c'est que de se battre, ils savent ce que c'est que de tenir une arme, et ils savent aussi comment essayer de se la procurer. Et donc ils vont se battre. En 1942, il est arrêté. La personne qui dirige la MOI à l'époque est encore un Catalan, qui s'appelle Conrado Miremus, qui va être assassiné par la police. Il s'évade de l'Hôtel-Dieu après avoir été blessé de 2 balles, et il retourne en Espagne en 1943, comme on dit, prendre Manuel Bonnet. C'est quand même un petit peu de la folie, et il y va pour retrouver en fait aussi une fiancée catalane qu'il retrouve à Barcelone. Il est arrêté évidemment, il est condamné à 30 ans de prison, il en fera que 7. Ensuite il reste clandestinement en Espagne, et j'étais content que Alexandre parle de la guerre finie, parce qu'en fait la vie de mon père, c'est la guerre finie. C'est-à-dire, Semprún parle d'un groupe qui est l'appareil technique du Parti communiste espagnol, auquel appartenait mon père et auquel appartenait Semprún, qui envoyait des militants en Espagne et qui organisait un atelier de faux papiers. Ah ouais, voilà, voilà, le peintre qui faisait les faux papiers s'appelait Domingo Malagón. Et donc il est dans cette espèce d'appareil technique qui organise la résistance comme il peut. En 1975, il est licencié par le Parti communiste espagnol, il n'a plus d'utilité politique, et donc il n'a jamais eu d'amertume de quoi que ce soit. Il a toujours considéré que ce qu'il avait fait était juste. Il était devenu plutôt social-démocrate que communiste, mais il considérait que le combat de sa jeunesse depuis le début était le combat juste. Et il est mort en 1999, et c'est comme s'il m'avait en quelque sorte transmis un héritage et la nécessité de parler de cette histoire. Je m'intéressais à cette histoire avant, évidemment, mais de manière classique, et quand il est mort, c'est comme s'il m'avait donné une espèce de mission, vient pas tout à fait de ma culture, mais et j'ai commencé à collectionner, et c'est là où on va regarder les histoires de collectionneurs. Alors vous savez, le collectionneur est un personnage étrange, et il vit avec d'autres personnages étranges qui sont des gens qui vendent des documents. Et ce petit monde se côtoie, ne s'aime pas, il faut bien le dire. Ses intérêts sont divergents. et évidemment, il faut réussir à naviguer dans ce milieu pour essayer d'aller à la pêche de choses les plus intéressantes possibles. Donc moi, le premier document que j'ai trouvé, c'était sur un marché opus ici, c'était en fait une correspondance d'un brigadiste. C'est assez amusant de trouver des correspondances. Après, ça devient une espèce d'addiction. On trouve des correspondances, on les lit et on essaie de comprendre d'où ça vient, pourquoi c'est écrit comme ça s'est passé, etc. Là, c'était tout simplement un brigadiste, tout ce qu'il y a de plus français, qui arrivait pour se battre sur le front à Madrid, et qui écrit ça à ses camarades de l'usine et à sa mère. Il raconte ce qui se passe. Je lisais, et c'était quand même assez étrange ce qu'il racontait, parce qu'il racontait qu'ils étaient montés à l'assaut et que l'officier qui les commandait avait fait n'importe quoi et que la moitié de la section avait été tuée. Et donc, ils avaient fait une pétition pour remplacer l'officier. Et on voyait la pétition. Et puis ensuite, on voyait qu'effectivement, ils avaient remplacé l'officier, ils l'avaient remplacé par un autre. Ensuite, ce soldat a été sanctionné, il n'a pas été fusillé, il a été sanctionné, il a été blessé, il est revenu en France. Donc ça, c'était ma première histoire de documents trouvés. Ensuite, j'ai trouvé des photos, et il m'est arrivé un truc qui arrive à un collectionneur normal. J'avais un autre photo et j'ai voulu les montrer à quelqu'un à Bruxelles, donc j'amène mes photos. Ensuite, je lui montre les photos, j'étais tellement content d'avoir trouvé 10 photos sur la guerre d'Espagne. Maintenant, je dois en avoir 2000, mais à l'époque, j'en avais 10.
Et alors, quand je repars, je saute du taxi et j'oublie un sac et je perds mes photos. Ça, c'était terrible. Ça, c'était terrible. Mais vous l'avez pour vous. Mais je les ai retrouvées. Je les ai retrouvées une par une. Je les ai retrouvées une par une. C'était des photos d'une chose que j'adore, c'est que dans les journaux avant, il y avait des salles des dépêches. C'est-à-dire que le lecteur, il venait au journal, alors il y avait des télétypes avec les nouvelles, et puis il y avait des cadres dans lesquels on mettait des photos, c'était comme des photos de cinéma, des photos de présentation. Et donc il y avait des photos de Paris Soir, donc c'est des photos comme ça que j'ai perdues. Et donc ces photos sont très intéressantes. Et puis après j'ai trouvé quelque chose qui est très émouvant, qui sont des photos personnelles de combattants. Et là, on rentre dans des choses assez étranges, parce que quand on achète l'album d'un brigadiste international, alors là commence le travail pour chercher qui est qui, d'où vient la photo, où elle a été prise, etc. Tout un travail de... Et puis, donc il m'est arrivé des tas d'histoires comme ça, j'ai écrit des articles là-dessus, j'ai découvert des histoires. Alors, on parlait d'Arthur Koestler. Pour moi, Arthur Koestler est un héros absolu pendant la guerre d'Espagne. Mais, comme Arthur Koestler est quand même assez connu, qu'il a écrit ses mémoires, que citait Alexandre, qui s'appelle Hiéroglyphes, qui sont certainement le témoignage le plus intéressant sur la fabrique de la propagande par Münzenberg, il fallait que je trouve une autre histoire aussi belle que celle que Koestler. Et donc j'ai trouvé une histoire aussi belle, d'un journaliste français qui s'appelle Jean Alouchery. Et en fait, il a fait exactement le même parcours que Arthur Koestler. Et c'est là où on va rentrer dans l'explication autour de la propagande. Qu'est-ce qu'ils veulent, les républicains? Ils veulent une chose simple. Ils veulent démontrer que Franco est aidé militairement par les nazis et les fascistes de Mussolini. Que Mussolini a, dès les premiers jours, fourni des avions et qu'ensuite Hitler va en fournir, ainsi que des conseillers militaires en grand nombre. Et donc il faut trouver les preuves de ça. Ils ont une obsession, c'est trouver les preuves. Il n'y a qu'une seule solution, il faut aller dans le camp franquiste et prendre des photos ou voler des documents. Arthur Koestler l'a fait. Il avait une accréditation d'un journal anglais et il a été du côté franquiste à Séville et il a pris des photos, il a essayé de trouver des documents. Malheureusement, il a été reconnu par un journaliste allemand, dénoncé au responsable de la propagande franquiste, qui s'appelle Louis Dolin. Voilà. Il a dû fuir et il a réussi à se sauver. Et 6 mois après, Jean Alouchery fait la même chose. Il va à Salamanque, il va à Burgos, il va à Séville, et il lui arrive exactement la même chose. Il est reconnu. C'est-à-dire que lui, il n'a pas d'accréditation. Lui, il a des faux papiers en disant qu'il est tel journaliste, c'est pas vrai. Et donc il se sauve et il publie un livre qui est absolument formidable, qui s'appelle Les Nuits de Séville. Voilà, Nits de Sevilla, qui paraît en catalan, en castillan et en français, où il y a des photos montrant qu'il y a là des officiers allemands, qu'il y a là des véhicules allemands, qu'il y a là des avions. Et comme toutes ces histoires de collectionneurs, il faut aller dans une impasse, parce que j'ai essayé de comprendre qui était ce Jean Alouchery, donc j'ai trouvé sa famille, parce qu'il y avait une femme qui vivait au Québec. J'ai trouvé sa famille, j'ai trouvé son fils, et ça a abouti à une impasse parce que ce journaliste a disparu. Il a disparu en 1942 à Vichy. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Voilà. On sait bien sûr qu'il n'a pas été tué. On sait pas. On sait rien. Il y aurait quand même une trace. Ouais, il y aurait quand même une trace. Il ne serait pas caché. Donc c'est vraiment un vrai mystère. Et alors, j'achète des documents, je les arrache, je les consulte, je les lis, et évidemment, quand on fait ça, et quand on est journaliste, on se dit quelle est la logique dans tout ça, comment ça fonctionne, où est la main qui dirige. Et
d'abord, avant d'expliquer ça, il est clair que la propagande républicaine est beaucoup plus importante en volume, beaucoup plus efficace en qualité, et que la propagande franquiste. Pour une raison simple, les franquistes s'organisent beaucoup plus tard. Ils sont un peu divisés au début, ils n'ont pas les grandes imprimeries et le grand réservoir d'artistes qu'il y a à Barcelone, à Madrid et à Valence. Et surtout, pendant les premiers mois de la guerre, c'est pas fondamental pour eux. Ils ne comprennent pas que va se construire contre eux un réseau de propagande extrêmement efficace. Donc, pendant les 6 premiers mois, ils ne font pas grand-chose. Et ils ont, c'est vrai, en face d'eux, des gens importants. À l'ambassade d'Espagne, qui s'occupent de la propagande pour la République, il y a 2 personnes. L'un s'appelle Luis Buñuel, l'autre s'appelle Luis Quintanilla. Donc Luis Buñuel, vous voyez bien qui c'est. Luis Quintanilla est un grand intellectuel, un dessinateur, un artiste, grand ami d'Hemingway, grand peintre, légende. Et Luis Buñuel est déjà un cinéaste connu. Et ils sont responsables de la propagande de l'ambassade d'Espagne à Paris. Alors la propagande, à l'époque, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire, 1, se battre contre les franquistes. Se battre contre les franquistes, ça veut dire, c'est pas de la rigolade, c'est-à-dire qu'ils se battent concrètement. C'est-à-dire qu'ils espionnent tous les réseaux franquistes, ils empêchent le trafic d'armes, et puis ils font aussi de la propagande plus classique, c'est-à-dire qu'ils font des films, ils font des journaux, ils font des brochures. Luis Buñuel prend les pellicules qui viennent d'Espagne, filmées par Roman Carmen, le cinéaste soviétique, et on fait des films de propagande. Il va en faire 2, Espagne 36 et Espagne 37. Et puis, ils ont quand même des soutiens très importants. Donc, on a déjà évoqué le nom de Willy Munzenberg. Willy Munzenberg, il habite dans une petite maison à côté de la gare Montparnasse. Il est venu d'Allemagne en 1933 pour faire le nazisme, et il a construit en France la même chose qu'il avait à Berlin, c'est-à-dire un réseau qui publie des journaux, des livres, qui inonde l'Allemagne de brochures clandestines. Il soutient des artistes, des pièces de théâtre, des gens qui font des films, et il est évidemment, dès le départ, très impliqué dans l'affaire espagnole. Et il va dire aux Espagnols, bon, c'est très simple, il faut faire une agence de presse, ça va s'appeler l'agence Espagne, il faut faire un journal. Et ils vont faire un journal, mais pas un hebdomadaire, pas un mensuel, ils vont faire un quotidien, qui s'appellera Ce Soir, financé par la République espagnole, qui paraît à Paris, qui est le concurrent de Paris Soir. Alors je dois ces informations, et là il faut que je rende hommage quand même à la personne qui a trouvé cette histoire. Son nom m'échappe, je peux dire un peu plus tard. Donc, c'est financé par la République espagnole parce qu'en fait, si on examine ce qui s'est passé pendant la guerre d'Espagne, il faut savoir que la République espagnole a payé au centime près tout ce qu'elle a, tout. La moindre bombe, le moindre tank, le moindre... ils ont même payé le tableau Guernica et Picasso. Alors on parle souvent évidemment de ce que les Russes ont pris pour leur donner l'armement qu'ils leur ont donné. C'est vrai que l'or espagnol est parti à Moscou et n'est pas revenu. Évidemment, on n'allait pas le rendre aux franquistes. Mais il faut savoir que sur l'armement qui est venu de France, qui représente environ 10% de l'armement qu'a eu la guerre d'Espagne, la République espagnole a tout payé rubis sur l'ongle. Et donc ils vont se payer un quotidien en France, de la même manière qu'ils vont se payer un mensuel à Londres, un autre à New York. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de se battre avec toutes les armes qu'ils ont. Et alors, pour faire des journaux, il faut des articles, il faut des photos. Et là, ils vont être aidés par, évidemment,
la fine fleur de la photographie de l'époque. Parce que ce journal qu'ils vont faire à Paris, qui s'appelait Ce Soir, ils recrutent un directeur photographique de la photo, qui s'appelle Robert Capa, qui, 6 mois avant, que personne ne connaît avant, mais qui a, à la fin de l'année 36, fait des merveilleux reportages en Espagne. Donc dans ce service photo, il y a également Henri Cartier-Bresson, Gardataro et Chez. Donc ils ont pris les meilleurs et ils ont fait un journal qui est un journal de qualité, entièrement financé par la République espagnole et, comment dire, organisé par le réseau musée.